Radio J. Le forum Radio J, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue au forum Radio J dont vous êtes l'invité Jérôme Gage. Bonjour. Bonjour Frédéric Aziza. 72 jours après les massacres du Hamas, Israël intensifie ses combats à l'intérieur de Gaza. Une guerre avec son lot de morts et de drames. Une guerre qui a aussi des répercussions, notamment politiques en France. La dernière enquête d'Ipsos publiée ce week-end par Le Monde fait apparaître que les massacres du 7 octobre ont ajouté une fracture supplémentaire au sein de la NUPES. Mélenchon et ses camarades de LFI sont d'ailleurs majoritairement considérés par les Français comme antisémites ou pompiers incendiaires. Comment, en tout cas, expliquer la stratégie, on va dire, mortifère de LFI et de son chef? Positionnement idéologique ou calcul politicien visant à fidéliser un électorat obnubilé par la haine d'Israël et des Juifs? Et au-delà, quel avenir pour la NUPES? Mais pour commencer, eh bien, l'actualité, le projet de loi sur l'immigration. Qu'attendez-vous de la commission mixte paritaire qui se réunit demain à l'Assemblée? Qu'elle constate ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est-à-dire? Le texte a été rejeté par une majorité. Donc on précise les choses. Motion de rejet préalable. Hein. Motion de rejet préalable présentée par les écologistes. Alors moi je suis bien conscient que ceux qui ont voté cette motion de rejet l'ont fait pour des raisons différentes parce que les uns des autres. De l'extrême gauche à l'extrême droite. Mais ça constate que dans le pays... Plus ou moins au milieu. Je le redis, pour des raisons différentes, les uns et les autres ont rejeté ce texte. Ce qui veut dire qu'il n'était ni fait ni à faire. Que l'ambition initiale de Gérald Darmanin, qui a quand même mis tout son poids dans la préparation de ce texte, rendez-vous compte, ça fait quasiment 18 mois qu'on feuilletonne sur le caractère absolument impérieux, nécessaire de ce texte, et on nous disait Gérald Darmanin est un fin négociateur, et vous allez voir ce que vous allez voir, il obtiendra un accord à l'Assemblée nationale. Donc, ça veut dire que vous souhaitez que la CMP soit pas conclusive? J'aurais souhaité que le gouvernement prenne acte de ce rejet et qu'ils disent ce qu'on appelle de nos voeux, à savoir on travaille sur un texte de manière plus intelligente, non pas de manière obtuse, avec cette idée, cette obsession de discuter en réalité avec les LR qui eux-mêmes courent derrière les positions du Rassemblement national. Demain. Il faut que, vous savez, nous on n'est pas représentés dans la commission mixte paritaire. Il aurait fallu que le texte soit rejeté et que, si ce n'est pas le cas, alors que les députés Renaissance, et moi j'en appelle aux députés Renaissance, cette CMP elle est présidée par Sacha Houlié, le président de la commission des lois, dont je me rappelle, et qui est censé incarner l'aile gauche de la Macronie, si tant est qu'elle existe. Et moi j'ai le souvenir d'un Sacha Houlié péremptoire expliquant que jamais il ne voterait un texte qui porte uniquement la marque de fabrique des Républicains. Et que lui-même disait jamais il ne voterait le texte tel qu'il est sorti du Sénat où il avait été considérablement durci. C'est un peu l'heure de vérité pour cela. Si ils expriment à ce point la cohérence de leur position, le texte, la CMP ne peut pas être conclusive et le gouvernement doit en tirer les conséquences et le retirer. Est-ce que ça veut dire que nous sommes à un moment de bascule du quinquennat? Oui, assurément. Assurément parce que à travers ce vote de la motion de rejet, Assurément, c'est un moment de bascule du quinquennat. C'est même l'incarnation de la fin du en même temps. Je pourrais même vous dire que c'est la fin du macronisme, de cette promesse un peu folle. La fin du macronisme? Oui, c'est la fin du macronisme. La fin du mandat d'Emmanuel Macron? Non, mais je parle de l'idée du macronisme, de celle du en même temps. Celle du en même temps, c'est-à-dire on est capable de décomposer, recomposer, pour reprendre la formule qu'utilise mon ami Boris Vallaud dans la Tribune ce matin. Ce n'est pas le cas. Voilà, ce macronisme, il est aligné sur les positions des LR, je le redis, qui eux-mêmes sont phagocytés, aspirés par les positions du Rassemblement national. Et c'est un échec à la fois pour la méthode d'Emmanuel Macron, évidemment pour celui qui a porté cette responsabilité, Gérald Darmanin. Et je le redis, moi je suis un peu étonné que dans n'importe quelle démocratie, ce qui aurait dû se passer, c'est le texte est retiré et le ministre qui l'apporte démissionne. Là, il a fait semblant de démissionner. Vous demandez encore sa démission? Vous demandez à Emmanuel Macron qui dise ça y est, il doit partir? Mais de manière générale, on est à bout de souffle là. Vous savez, hier, il y a eu le 21e, je ne sais même plus, ou 22e 49.3. Et la semaine qui s'ouvre, on devrait en avoir deux autres. Et moi, je pense même qu'on en aura peut-être un troisième sur le projet de loi immigration parce que ils ne prendront pas le risque d'avoir une partie de la Macronie qui s'abstient, voire qui vote contre le texte de la CMP. Je vous relance là-dessus, après on reparle du projet de loi immigration. Vous dites on est à bout de souffle, ça veut dire quoi? Il faudrait que le président décide d'une dissolution, remanie son gouvernement, change de Premier ministre, provoque un référendum?
Il faudrait qu'ils comprennent ce qui s'est passé en juin de l'année dernière. Vous savez, moi, j'étais prêt à signer sur Elisabeth Borne à la tribune de l'Assemblée nationale en disant « nous allons légiférer autrement ». Nous prenons acte du fait qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale et nous allons légiférer autrement. La vérité, c'est que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Alors bien sûr, il y a des textes qui ont pu être votés parce que nous sommes dépositaires de l'intelligence. Oui, mais vous savez, comme dans un conseil municipal ou un conseil départemental, heureusement qu'on vote des textes. Moi, il y a quelques temps, j'ai voté un texte sur le bien vieillir. Au début, j'étais plutôt réticent. On a pu faire valoir un certain nombre de positions et finalement, on l'a voté à l'unanimité. Donc, vous avez en face de vous des députés qui sont responsables. Mais sur les textes un peu structurants pour la vie politique, à commencer sur les textes sur le budget, sur les textes sur la sécurité sociale. Moi, je suis spécialiste des questions d'hôpitaux, de santé. On n'a pas débattu une minute d'un sujet de préoccupation bien plus important pour l'ensemble de nos concitoyens, l'accès aux soins, l'accès aux médecins, l'accès à l'hôpital. Donc, travailler dans l'intérêt du pays, en assumant qu'il y a des moments, il y a des points de clivage. Si le gouvernement veut être capable de construire des majorités avec les uns ou avec les autres, mais là, il n'arrive même pas à le faire avec les uns et avec les autres. Donc, alors, la question que je vais vous poser un instant, dans ces conditions, dans ce contexte, il faut que le président provoque une dissolution. Écoutez, je ne sais pas si la dissolution, c'est la solution, parce que dans la période, changement de méthode, peut-être qui s'incarne par des changements d'hommes ou de femmes, et de sortir de cette illusion qui consiste à dire on a raison tout seul. Voilà, les outils de la 5e République, à coup de 49.3, à coup de vote bloqué, à coup de CMP bricolé dans le bureau de la Première ministre, on va pouvoir gouverner. C'est un épuisement démocratique, c'est une lassitude des parlementaires, mais ça, c'est pas grave. C'est surtout une lassitude de l'ensemble de nos concitoyens qui voient bien qu'on est dans une sorte d'impasse institutionnelle et que pendant qu'on se pouille la tête, pardonnez-moi l'expression, sur la question de l'immigration par exemple ou sur d'autres sujets, c'est silence radio sur les vrais sujets de préoccupation. Est-ce qu'on parle d'inflation? Est-ce qu'on parle de santé? Est-ce qu'on parle d'éducation? Non, on le fait à coup de communication. L'immigration, c'est le 4e sujet de préoccupation des Français. Eh ben, parlons des 3 premiers aussi. Alors, parlons de l'inflation, du pouvoir d'achat, parlons de la qualité des services publics, parlons de l'accès aux soins, parlons de ce qui se passe à l'école autrement que dans les rodomontades de M. Attal. Et alors, on revient sur le projet de loi immigration. Si le projet de loi voté mardi après une CMP, qui doit être voté mardi et serait voté mardi après une CMP conclusive, c'est la gauche, c'est vous qui aurez perdu, dans la mesure où les mesures, on va dire, de gauche, donc voulues notamment par Sacha Houlié, que vous venez de citer, étaient incluses dans le texte présenté à l'Assemblée et qui ne seront pas dans le texte ici de la CMP. Mais pourquoi dites-vous ça? Je vous arrête tout de suite. Ah non, je vous arrête tout de suite, monsieur Azizar. Non, je vous arrête tout de suite. On va faire un raisonnement, non pas par l'absurde, mais si le texte avait été voté à l'Assemblée nationale, voilà, que s'il n'avait pas été rejeté, il y aurait eu de toute façon une commission mixte paritaire. Il y aurait eu une CMP. Parce qu'on avait un texte du Sénat, un texte de l'Assemblée nationale. Et donc, vous savez, la CMP, on remet les compteurs à zéro. Et donc, on réécrit totalement le texte. À partir, certes, de ce qui a été voté au Sénat, de ce qui a été voté ou pas voté à l'Assemblée nationale. Parce que la commission des lois avait expurgé du texte toutes les mesures. Toutes les dispositions introduites par Bruno Retailleau et les LR. Et, ne l'oublions pas, votées par les quelques macronistes ou approuvés, puisque souvent le gouvernement, vous savez, avait dit sagesse. Vous voulez qu'il sorte un texte, Donc, si il y a une CMP conclusive, ça veut dire qu'il y a eu un deal et que c'est topé avec les LR et il faudra que, à la fois les LR l'assument et surtout que le gouvernement assume en réalité, et ça posera un problème à cette aile gauche de la Macronie, de s'être soumis. Vous savez, j'entends Bruno Retailleau, j'entends Éric Ciotti qui dit le seul texte possible, c'est celui qui sort du Sénat. Et je vois même que ça fait débat. Je vois même que ça fait débat dans le gouvernement. Je lisais ce matin que Bruno Le Maire, qui à un moment donné, le ministre de l'économie avait dit, eh bien, il faut voter brut de décoffrage le texte du Sénat. Il se fait recadrer par la première ministre quand il donne l'impression, de se soumettre à cette minorité des LR qui fait sauter à la corde le gouvernement. Donc, vous n'avez pas joué la politique du pire. Il fallait pas jouer la politique du pire. Vous n'avez pas joué la politique du pire. Mais nous, on n'a pas joué la politique du pire. Enfin, attendez, si le texte n'est pas bon, en tous les cas, nous, c'était cohérent. Vous savez, à l'Assemblée, il n'y a que 3 possibilités de vote. On vote pour, on s'abstient ou on vote contre. À un moment donné, on considérait qu'il fallait rejeter ce texte. On s'est opposé à ce texte sur le fond, pour son déséquilibre, pour la manière dont il stigmatisait les étrangers qui, à la fois, déjà vivent sur le territoire national. Enfin, rendez-vous compte, c'est un peu passé à la trappe. Mais le Sénat a voté la suspension des allocations familiales pour les étrangers en situation régulière. Vous savez, le seul programme politique dans lequel ça figurait, cette mesure-là, c'est dans le programme de Jean-Marie Le Pen en 1988.
Voilà. C'est même plus dans le programme du Rassemblement national aujourd'hui de suspendre les allocations familiales à des étrangers en situation régulière. C'est-à-dire de couper le principe de notre modèle de sécurité sociale où il y a des Français et des étrangers qui cotisent et qui bénéficient des prestations sociales. Alors, est-ce que les sondages se suivent et se ressemblent? Dernier en date, celui que vous avez dû voir, puis ce matin par le JDD, un sondage CSA, qui est, on va dire, édifiant. 73% des Français estiment que la sécurité de la France doit primer sur les droits individuels des étrangers, 67% que le droit français doit primer sur le droit européen en matière d'immigration, 60% qu'il faut arrêter l'acquisition automatique de la nationalité française des étrangers nés en France, 65% qu'il faut freiner l'immigration de travail, ou encore 73% qui considèrent que les étrangers non européens ne doivent pas avoir les mêmes droits sociaux que les citoyens français. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est assez redoutable et c'est le fruit justement de cette lepénisation des esprits. Au début, on en parlait virtuellement il y a une vingtaine d'années. Robert Badinter. C'est Robert Badinter qui avait utilisé cette formule extrêmement parlante, qui est que par petites touches, on introduit des principes en effet de cette nature où on vilipende, on stigmatise. Plus 70%. Oui, mais après, vous savez, quand on va tirer le fil, si on pose la question aux employeurs, qui eux-mêmes sont demandeurs de conditions de travail pour les étrangers, voire de régularisation de travailleurs sans papier. Voilà. La version Sacha Houlié mais qui correspond à une forme de pragmatisme. Ouais. C'est-à-dire on a, par exemple, le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, lui-même dit on va avoir besoin de recruter 100 000 travailleurs étrangers. Et donc ce texte ne le permet même pas. Ce pays a besoin, on a des métiers en tension. S'il n'y avait pas les travailleurs étrangers, qui vous livrerait? Qui s'occuperait des personnes âgées dans les EHPAD ou dans les services à domicile? Qui s'occuperait de la logistique? Le pays, il tourne aussi avec des travailleurs étrangers sur toute une série de secteurs. Et à certains endroits, ils sont en situation irrégulière. Donc un pragmatisme consiste à les régulariser. Ouais. Le pénétration des esprits, est-ce que c'est pas aussi parce que LFI et Jean-Luc Mélenchon ont joué la politique du pire? On préparait le terrain à cette lepénisation des esprits. Je vois pas bien le lien. Ceux qui le pénisent, ce sont ceux qui portent ces débats-là. Le Front National depuis des années et la droite dite républicaine qui a été extrêmement poreuse à l'ensemble de ces sujets puisqu'elle a eu le sentiment que son électorat basculé du côté de l'extrême droite et qu'elle a considéré qu'il fallait être dans une sorte de course à l'échalote en étant plus royaliste que le roi, si je peux me permettre cette expression. Quand on est une droite républicaine, on est capable de marcher sur ses deux jambes et de considérer qu'il faut, et c'est la position que moi aussi je défends, il faut encadrer l'immigration, il faut réguler l'immigration, mais il faut garder la part d'humanité, de pragmatisme souvent. Je parle d'humanité parce qu'il y a par exemple des dispositions qui pour le coup sont attentatoires à notre pacte républicain. La question de l'asile, l'asile, on joue pas avec l'asile. C'est un principe à valeur constitutionnelle qui ne peut pas souffrir cette suspicion généralisée et les procédures d'attribution de l'asile, d'accès au travail pour les bénéficiaires de l'asile, de jugement, l'absence de collégialité, etc. Enfin, il y avait cette petite musique absolument délétère qui consistait à dire que, y compris ceux qui demandent l'asile pour des raisons politiques sur notre territoire, ils sont par principe à mettre au banc, à reléguer et à suspecter des pires maux. C'est pas ça la tradition républicaine et même les gaullistes devraient s'en rappeler. Est-ce que vous considérez que ce débat sur l'immigration fracture la société française ? En tous les cas, il était fait pour cela. Moi, j'en veux beaucoup à Gérald Darmanin et au gouvernement, c'est d'avoir considéré que il fallait mettre ce sujet au cœur du débat politique. Encore une fois, je le dis parce que pendant qu'on fait ça, on ne parle pas des autres sujets. On ne parle pas des autres sujets qui concernent l'ensemble des Français et qui les préoccupent. J'en ai déjà parlé. Et ça, c'est une faute politique, de flatter les mauvais instincts. On aboutit à ce type de résultats sur des propositions, encore une fois, qui sont inquiétantes quant au rapport qu'on a à la manière de vivre ensemble dans le pays. Donc oui, ça fracture dans les formations politiques. Et au sein même des formations politiques. Mais oui, parce que... Chez vous y compris ? Non, je peux dire que nous avons on a sorti un texte avec l'ensemble du Parti socialiste, qui nous d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, nous a un peu obligés à retravailler des sujets sur lesquels nous avions été silencieux ces dernières années. La question de l'immigration, on ne pouvait être dans une position un peu, non pas angélique, mais qui consistait à nous opposer à ceux des textes les plus durs, sans être force de proposition. Aujourd'hui, on a
une position claire, sanctuarisation de l'asile, régularisation de tous ceux qui travaillent, efficacité des mesures de reconduite, parce que moi, je ne suis pas un sang frontiériste, je ne suis pas pour l'abolition des frontières. C'est une prérogative de souveraineté nationale de décider qui vient ou qui ne reste pas sur le territoire national. Mais alors derrière, il faut être dans l'efficacité. Et l'efficacité, on parle des obligations à quitter le territoire français, elle suppose aussi, sujet qui est passé sous la toise, que la diplomatie française, que les relations extérieures soient de meilleure qualité. Notamment avec les pays du Maghreb. Quand on ne peut pas avoir une relation aussi détestable, c'est le cas de la France aujourd'hui, à la fois avec les Algériens et avec les Marocains. La faute à qui ? À la France, à l'Algérie ou au Maroc ? Vous savez, sur le Maroc, quand la France durcit radicalement les conditions de délivrance de visa pour des Marocains et empêche une partie des Marocains qui avaient l'habitude, que ce soit pour le travail ou pour les relations familiales, de venir en France, on envoie un signal désastreux à un partenaire diplomatique et économique de la France. Et donc, on a des mesures de rétorsion. On ne nous donne pas des laissez-passer consulaires. Même chose sur l'Algérie. L'Algérie, avec une question, est-ce qu'il faut revoir la Convention de 68 qui permet aux Algériens d'avoir une situation privilégiée par rapport au... Écoutez, ça c'était une des propositions défendues par Michel Tabarot au nom des Républicains dans la niche parlementaire la semaine dernière. Mais là, c'est aussi une sorte de chiffon rouge agité en permanence. D'abord, je tords le cou à l'argument qui consiste à dire que ce sont des dispositions systématiquement plus favorables. Parce que voyez-vous, il s'avère que depuis 68 ou même les dernières révisions qui ont eu 2002, il y a pu y avoir des dispositions dans le code d'entrée et séjour des étrangers qui étaient plus favorables et qui du coup ne bénéficient pas aux Algériens. Là, c'est plutôt la mauvaise conscience de la relation franco-algérienne qui se traduit par cette idée de dénoncer l'accord franco-algérien. On a fait la démonstration, en tous les cas, moi j'ai défendu cette position avec mes collègues lors du débat la semaine dernière, où il y a 15 jours, qu'en fait c'est la mauvaise conscience de la relation de la France avec l'Algérie qui s'exprime. Parce que vous savez que symboliquement, les juristes l'ont démontré, dénoncer l'accord franco-algérien qui était une partie prenante des accords d'Évian, en réalité c'est remettre en question cette histoire de la colonisation, de la décolonisation, donc il faut pas y toucher, qui est un impensé. Parce qu'on nous annonce une réforme de cette convention. Non mais elle a déjà été révisée dans le passé. Comme tout accord bilatéral, il peut avoir des ajustements. Mais la dénonciation pure et simple, c'est aussi méconnaître la spécificité de la relation entre la France et l'Algérie. Et on gagnerait davantage, je crois, à regarder cette histoire entre la France et l'Algérie plutôt que de la mettre pudiquement sous le tapis. Elle nous pète à la figure régulièrement. Alors, vous parliez de fracture française à l'instant. Emmanuel Macron, il a l'air conscient des tensions et des fractures au sein de la société française. Il promet un rendez-vous avec la nation en janvier. Qu'est-ce que vous attendez de lui ? Ou pas ? Je ne sais plus quoi attendre du président Macron. Vous rappelez, il y a un an, ça devait être... les grands débats, les conventions, on a eu les rendez-vous de Saint-Denis, les conseils nationaux de la refondation. Enfin, rappelez-vous, c'était il y a à peine un an, les CNR. De quoi tout cela a-t-il accouché ? Donc, vous n'entendez plus rien, lui ? Franchement, c'est un expert en communication. Expert en communication, président légitime ou pas ? Un président est toujours légitime quand il a été élu. Moi, j'ai voté pour Emmanuel Macron, mais pas pour qu'il considère, je l'ai fait au deuxième tour, pour empêcher Marine Le Pen d'être présidente de la République. Et j'ai entendu ce qu'Emmanuel Macron lui-même avait dit. Ce vote-là m'oblige, je dois en tenir compte. Il a enterré cette promesse immédiatement. C'était « j'ai raison tout seul ». Et je vais même vous dire, je lui en veux aussi, parce que je n'oublie pas, vous savez, on juge les gens sur les résultats. Emmanuel Macron, après 2017, nous disait « Je serai le meilleur barrage au Rassemblement national et à l'extrême droite ». 5 ans après, Marine Le Pen fait un meilleur score, 3 millions de voix de plus au deuxième tour de l'élection présidentielle, et il y a 89 députés du Rassemblement national. On devrait juger sur pièce. Oui, mais alors, qui est responsable de ça ? Vous voyez ce que disent les commentateurs politiques, les experts en opinion, ils disent « c'est quelque part la faute à Mélenchon ». Alors, avec vous, tout est la faute à Mélenchon. Je ne suis pas le plus tendre en ce moment avec Jean-Luc Mélenchon. Je vous précise faut arrêter le petit réflexe pavlovien. Je relais ce qu'on lit ici ou là. Oui, mais là, c'est de la paresse intellectuelle. Ouais. Voilà. C'est-à-dire, quand on est aux responsabilités, c'est toujours la faute des autres pour Emmanuel Macron. Ouais. Enfin, il faut quand même à un moment se poser la question. Qu'est-ce qui fait que pendant 5 ans, au bout des 5 années, je me retrouve avec Marine Le Pen, 3 millions de voix de plus au deuxième tour de l'élection présidentielle, et derrière, 89 députés. Il devait être le rempart, et ils sont souvent devenus le marchepied. C'est l'échec d'Emmanuel Macron, donc.
Ah bah oui, assurément. Ouais. Quand on se fait élire et qu'on dit aux Français, votez pour moi pour faire le barrage républicain, moi j'ai voté pour Emmanuel Macron, mais pas pour qu'il considère que son programme de deuxième tour était celui du programme de premier tour et qu'il devait s'appliquer envers et contre tout. On l'avait vu au moment du débat sur les retraites. Et pire, parce que à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, parce qu'on nous dit, oui, vous faites le jeu du Rassemblement national, vous votez des textes avec eux. Non, le Rassemblement national, moi, j'ai jamais voté un seul texte proposé par le RN. Je peux rien faire si le RN vote les mêmes choses que moi. Il y a que 3 possibilités à l'Assemblée. Par contre, moi, je n'oublie pas, et je l'ai toujours en travers de la gorge, qu'en juillet 2022, l'Assemblée s'installe et que font les députés Renaissance ? Ils prennent un bulletin de vote où c'est écrit Sébastien Chenu et Madame Laporte, c'est-à-dire 2 députés du Rassemblement national, et ils votent pour eux pour en faire des vice-présidents de l'Assemblée nationale. Rien ne les y oblige, absolument rien. Alors, extrême droite toujours, quand on constate que, vous allez me dire, on parle toujours de LFI, mais quand même... Oui, quand même, c'est un peu obsessionnel chez vous. Peut-être. Allongez-vous, monsieur Aziza, et racontez-nous vos traumatismes. J'assume. Donc, au passage, quand on constate que LFI a voté la motion de rejet avec le RN, sans sourciller, après avoir refusé de participer à la marche contre l'antisémitisme sous prétexte que le RN y était. Pourquoi ce 2 poids, 2 mesures ? Mais là, vous voyez, ça vous choque ou pas ? Je suis pas l'avocat de LFI, mais le reproche qui consiste à dire vous votez des textes avec le RN, c'est le principe d'une majorité relative. Regardez, Renaissance, 42% ou 46%, le décompte très précis a été fait, des textes proposés par Renaissance ont été... Non, mais puisqu'ils ne manifestent pas avec eux... Non, mais je vais répondre sur ce point, mais je scinde les deux sujets. Le fait de dire que parfois nos votes peuvent être les mêmes, je le redis, à l'Assemblée, il y a pour, contre, abstention. J'ai donc une chance sur 3 que le RN vote comme moi. Alors qu'est-ce que je fais ? Je démissionne de l'Assemblée nationale parce que je peux me retrouver avec eux. Notre ligne de conduite qu'on a fixée avec Boris Vallaud, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, c'est de dire nous ne votons jamais un texte proposé par le Rassemblement national, ni un amendement, ni une proposition de loi. Et a fortiori, on ne vote pas pour des individus du Rassemblement national pour des fonctions à l'Assemblée nationale. Mais après, et donc le 2 poids 2 mesures, on distingue... Non, c'est pas 2 poids 2 mesures. Après, il y a l'autre question que vous posez, qui est la cohérence de dire est-ce qu'on peut être à des événements où participe le Rassemblement national. Mais nous siégeons dans une assemblée où il y a le RN. Donc c'est quoi l'argument ? C'est de dire il y a le RN ici, donc on n'y va plus. On ne va pas dans les endroits où le RN est présent. Voilà. Autre question, toujours sur LFI. Député, votre collègue Aymeric Caron, LFI. Oui. Et il considère que CNews n'est pas plus une chaîne d'information, mais une chaîne de commentaires militant pour l'extrême droite, et il réclame son interdiction. Est-ce que vous approuvez ? Il s'avère qu'il a prononcé ça dans en commission d'enquête de l'Assemblée. Je suis membre de cette commission d'enquête. Voilà. Je suis membre de cette commission d'enquête parce que je trouve que c'est un vrai sujet, la manière dont on va reconduire les autorisations des 15 chaînes de la TNT. Le processus est lancé et doit déboucher en 2025. Il faut l'interdire ou pas ? Quand ces chaînes-là, CNews, C8 ou d'autres, et c'est valable pour toutes les chaînes, ont eu leur autorisation, elles doivent respecter un cahier des charges. Elles ont des obligations de probité, d'honnêteté, de pluralisme, de non-discrimination, de non-incitation à la haine raciale. Quand vous avez des chaînes qui sont sur l'antenne de ces chaînes, des responsables politiques, une ambiance qui est entretenue, on a le droit d'avoir des chaînes d'opinion. Mais à un moment donné, quand on est sanctionné, je prends l'exemple de C8, et notamment des émissions de Cyril Hanouna, moi, j'ai posé la question au président de l'Arcom. J'ai lui dire, donc vous allez prendre comme critère le fait de celles des chaînes qui ont été beaucoup condamnées. Voilà. Quand vous avez des chaînes qui ont des rappels, alors des sanctions pécuniaires, qu'elles payent les unes après les autres. C'est 8, 3 millions et demi. Donc j'espère que ce sera un critère qui sera pris en compte. Est-ce que vous considérez, comme Aymeric Caron, qu'il faut interdire CNews ? C'est la question. Il ne s'agit pas d'interdire, en l'occurrence. Il s'agit de savoir si l'Arcom considère que la multiplication des infractions qui a été faite... C'est ce qu'a demandé Aymeric Caron. Oui, c'est la raison d'être de cette commission d'enquête. D'être certain que c'est pas un chèque en blanc qui est donné en chaîne. Il a l'interdiction, vous êtes d'accord ou pas ? C'est ça la question. C'est pas les parlementaires qui l'interdisent. Non, mais voilà. Moi, je demande à l'Arcom de réagir à ce que dit Aymeric Caron. À l'Arcom de tenir compte et, le cas échéant, s'il considère que la multiplication volontaire des infractions et de ne pas changer leur fusil d'épaule, si la seule sanction, c'est l'interdiction, c'est pas l'interdiction, mais en l'occurrence la non-reconduction de l'autorisation, alors il faut mettre en œuvre une disposition qui est prévue par la loi. Voilà, parce que sinon, si on prévoit des sanctions
qui peuvent aller jusqu'au retrait de l'autorisation, à un moment donné... Donc ça vous choque pas ce qu'a demandé Emile Caron? Ça me choque pas que la question soit posée et que non, ça mais puisse lui, déboucher... il demande carrément l'interdiction. Vous d'accord ou pas? Je vous repose la question parce que c'est important. Moi, je suis respectueux. C'est pas les parlementaires. Moi, je demande des choses dont je peux être responsable. Je demande que l'Arcom tienne compte des infractions multiples et puisse considérer qu'à un moment donné, on ne peut plus faire confiance à quelqu'un qui, d'une certaine manière, fait régulièrement des bras d'honneur à l'autorité de régulation. Donc ça veut dire que, par exemple, les élus socialistes, députés et autres, ne doivent plus aller sur CNews? Moi, personnellement, j'y vais pas. Non, il y en a d'autres qui vont. Je considère, je ne sais pas s'il y en a tant que ça qui y vont. Voilà. En réalité, mais encore une fois... pareil, c'est le même groupe. Non, mais... Vous êtes pareil? Non, mais... Faut pas y aller? Encore une fois, on pourrait aussi considérer que ça vaut le coup de défendre ses positions. Moi, le problème, il n'est pas la question du pluralisme. Le problème, il est que on entretient des infractions qui sont sanctionnées, d'incitation à la haine raciale, de propos stigmatisants, discriminatoires, homophobes, d'incitation à la haine raciale. Enfin, Éric Zemmour, c'est souvent sur les chaînes de ce groupe qu'il a prononcé des propos absolument insupportables à destination d'une partie de nos concitoyens et pour lesquels il a été sanctionné par la justice. On va parler d'autres propos insupportables. L'actualité, elle est dominée depuis 2 mois et demi par la situation en Israël et à Gaza et le pogrom du 7 octobre. Vous étiez la semaine dernière en Israël, c'est bien ça du 3 au 5 décembre, oui. Il y a quelques jours. Ouais. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Moi, j'ai souhaité y aller parce qu'au-delà de la lecture des articles, je fais confiance aux journalistes, j'avais aussi besoin de sentir, voilà, dans ma chair, par l'ensemble des sensations, et puis de rencontrer aussi des acteurs israéliens. Et je dois avouer évidemment que se rendre au kibboutz de Nir Oz, ce que nous avons fait, est une expérience humaine. Voilà, on touche à l'horreur de ce qui s'est passé le 7 octobre. L'horreur, les massacres, les viols, comme oui, arme de guerre. On avait pris du temps pour rencontrer des associations et des ONG israéliennes qui nous interpellaient. Notamment sur le silence d'une partie des féministes des organisations féministes, je dis d'une partie de celles-ci, comme si ce qui est d'ores et déjà documenté sur l'utilisation du viol de manière systématique, de manière incitée, de manière programmée, de manière industrialisée, ai-je failli dire. Et c'est pour ça que tout ça renvoie à cette logique de pogrom ou de cette démarche génocidaire. Moi, j'utilise le terme à dessein sur l'intention du 7 octobre. C'est une démarche à connotation génocidaire sur les consignes, sur la méthode. J'avais déjà été frappé en assistant à la projection du film à l'Assemblée nationale. Oui, d'ailleurs, vous étiez le seul député socialiste à aller voir ce film. Écoutez, j'ai pas fait la comptabilité. Mais en tous les cas, moi, ça me paraît utile. Vous, Jérôme Guedj, David Habib, ex-socialiste, il n'y en avait pas d'autres. Mais chacun, après, prenait la décision ou pas, voilà. et je veux absolument pas jeter la pierre. Le débat a eu lieu. Votre présence a été remarquée, l'absence des autres aussi. Oui, mais vous voyez, ça participe aussi des bons points et des mauvais points. Moi, je m'en tiens aux expressions des uns et des autres et ceux de mes collègues dans le groupe socialiste à qui j'ai fait état de ce que j'avais vu. Certains avaient envie de voir le film, étaient dubitatifs, voilà. Et je ne lis pas les choses. Je reviens sur Nir Oz et sur les échanges que nous avons eus là-bas. Et je le redis notamment avec les ONG féministes sur ce recours massif au viol. L'autre élément marquant de ce voyage, parce qu'on n'a pas encore prononcé le terme aujourd'hui, c'est la question des otages. Moi, je suis allé pour rencontrer, vous savez qu'il y a eu une initiative qui a été prise au Parlement, c'est ma collègue députée Caroline Yadan, donc Renaissance, qui a sollicité les parlementaires. Et moi, j'y ai répondu favorablement et immédiatement. Et moi, je parraine, c'est le hasard du parrainage, un jeune homme de 34 ans qui s'appelle Yagev Bouchtab. Et j'ai rencontré Esther et Oren, ses parents, sa grand-mère Lina, sa sœur et on va avancer. Voilà. Mais je veux dire, c'est à chaque fois extrêmement important de donner à voir les otages de toute nationalité. Notamment parce qu'en France, dans la presse française, il y a un journal qui a fait la une sur les otages français, c'est le Parisien, les autres non. Oui, mais le Monde là pose la question à juste titre. Pourquoi alors pas sur les otages, c'est vrai, mais sur un autre sujet qui reste en travers de la gorge. Il y a 41 Français qui ont été tués le 7 octobre. Où sont-ils ?
Où les voyons-nous ? Que connaissons-nous de leur histoire ? Alors, je comprends que des familles ne veulent pas forcément en parler. Dans le papier, dans le papier du Monde que je lisais hier, parfois des arguments, ce qui est quand même terrible à ce point, de gens dont les proches ont été tués parce qu'ils étaient juifs, qui n'osent pas les donner à voir parce qu'ils ont peur eux-mêmes d'être victimes d'antisémitisme. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Et on marche sur la tête aussi au sein du Parti socialiste. Quand vous avez découvert, c'était vendredi, ce tweet posté par Olivier Faure, je vais le citer. « Personne ne doit se taire. Il ne s'agit pas d'une riposte. Le 7 octobre est devenu un prétexte, non seulement pour rendre Gaza invivable, mais aussi pour coloniser la Cisjordanie. L'extrême droite israélienne, c'est toujours Olivier Faure qui parle, votre premier secrétaire, l'extrême droite israélienne devra rendre des comptes devant le monde entier. » Qu'est-ce que vous avez pensé de ça ? Est-ce que vous approuvez ? Comment vous expliquez ce tweet du premier secrétaire de votre parti ? Est-ce que ça vous a choqué ? Alors, en tous les cas, moi, j'y ai répondu. J'ai eu un petit échange avec lui et puis j'ai répondu. Le 7 octobre n'a jamais été et n'est pas devenu un prétexte à quoi que ce soit. Alors, pourquoi il dit ça ? Les mots ont un sens. Ouais. Ils ont tellement eu d'importance que c'est parfois sur des mots prononcés ou pas prononcés que nous avons eu des désaccords avec telle ou telle on va parler de Mélenchon, notamment avec LFI. Et donc, je le dis, l'utilisation de ce mot prétexte dans la même phrase avec 7 octobre, c'est malheureux, c'est inapproprié, et c'est la raison pour laquelle je ne me sens pas lié par cette expression. C'est une faute grave ? Non, parce que le problème, c'est qu'après, on fait du Mélenchon sans Mélenchon. C'est-à-dire qu'on clive... Gaza et Cisjordanie. On conflictualise, alors que le reste de l'argument d'Olivier Faure, je peux le partager. Je préfère le dire, et je veux le dire à cette antenne. La poursuite de la colonisation, alors même qu'il y a la guerre à Gaza, le fait que le budget en cours de discussion en Israël, Netanyahou et sa coalition d'extrême droite, parce qu'il est parti, il est pieds et poings liés par à la fois le soutien au Haredim et aux plus critiqué notamment par Benny Gantz, ce budget. Et voilà. Évidemment, et il a raison de le critiquer, mais quand on voit donc la poursuite de la colonisation, c'est un bras d'honneur, c'est insupportable. Et donc, il faut le condamner. Voilà. Sauf que, pour le condamner efficacement, en ayant utilisé ce terme de prétexte qui, du coup, banalise cette journée du 7 octobre. Et moi, je vous le dis avec solennité, tout ce qui banalisera la journée du 7 octobre, tout ce qui l'invisibilisera. Et le drame aujourd'hui, c'est que, on oublie le fait générateur. Le pogrom du 7 octobre, sa dimension génocidaire, la poursuite de celui-ci à travers la détention des otages, tout ce qui passe sous silence et donne l'impression que la guerre est tombée du ciel et que c'est Israël tout seul dans son coin qui a décidé cette guerre, dont je dis, et je veux avoir cette nuance dans la période, la nuance est aussi une victime du débat, que la riposte israélienne, je la trouve exagérée, disproportionnée. Je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est absolument compliqué. On va vous répondre, qu'est-ce que ça serait une réponse disproportionnée ? Voilà. Est-ce que ça serait aller tuer des Palestiniens avec des haches, des couteaux et éventrer les Palestiniens ? Évidemment pas ça. Mais vous savez, je le dis en étant bien conscient des débats qui traversent, y compris la société israélienne. Je suis pour la neutralisation du Hamas. L'éradication ? Évidemment, on ne peut pas laisser cohabiter. Évidemment que je suis pour l'éradication d'un groupement terroriste dont... Le Hamas. Le Hamas, dont l'incarnation, la dernière fois, a été cette attaque et la nature de ce pogrom. Évidemment, mais est-ce que ça passe par ça ? Moi, je préférais qu'on dise clairement aujourd'hui, priorité, que le Hamas, qu'on lui inverse la responsabilité. Vous devez libérer les otages, vous devez rendre les armes, et après, on peut faire un cessez-le-feu. Voilà. Je vais préciser une chose, vous dites... En gros, Olivier Faure, il a fait du Mélenchon. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on ne peut pas conflictualiser le débat pour espérer être entendu. Et je pense que, vous savez, la marque de fabrique et la singularité du Parti socialiste, et on a tenu cette position depuis le début. Nous avons été extrêmement clairs sur la condamnation du 7 octobre, et on doit, parce qu'on a été clair sur cela, pouvoir faire entendre cette musique compliquée, celle de la nuance, celle de... Il faut libérer les otages, il faut neutraliser le Hamas, mais il faut protéger les civils palestiniens. Je vous le dis avec toute la meurtrissure, je n'accepte pas les morts palestiniens dans cette ampleur, dans ce caractère absolument massif. Et personne ne peut s'en accommoder. Et je suis sûr, et je le sais qu'en Israël aussi, le débat existe et que
l'image d'Israël qui s'abîme chaque jour un peu plus, savamment entretenue par certains, par Mélenchon, ne rend pas service à la suite des opérations. La détestation d'Israël sur la scène internationale, c'est une mauvaise affaire. Depuis 75 ans. Elle existe depuis 75 ans. Mais à chaque fois qu'on remet une pièce dans la machine, alors on éloigne un peu plus les perspectives d'apaisement. On avance. Il reste 10 minutes, beaucoup de questions. Ça va vite avec vous. Ces massacres, ce pogrom, comme vous dites, de 1300 Israéliens étrangers, dont 41 Français, donc n'ont pas suffi à LFI, vos amis de LFI, vos camarades, pour qualifier le Hamas, comme vous dites, d'organisation terroriste. Jean-Luc Mélenchon parle, vous parlez de génocide du 7 octobre, lui il parle de génocide à Gaza, de massacre de masse, de nettoyage ethnique d'Israël à Gaza, et fait un parallèle entre Gaza et Guernica. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Mais je pense que les mots doivent avoir un sens. Ouais. On peut condamner. Peut-être que Israël a commis des crimes de guerre. Je ne peux pas vous le dire, je ne suis pas habilité pour. Mais ce que je vois comme image, en effet, me heurte. Mais après, on ne peut pas utiliser des termes qui, justement, relativisent. Ouais. Voilà. Il faut nommer le Hamas comme mouvement terroriste. Voilà. C'était le préalable, le minimum d'humanité commune, de compassion, et alors, d'empathie. on avance. Ça n'a pas eu lieu. Ouais. Par la suite, dire que c'est un génocide qui a lieu contre Gaza aujourd'hui, c'est une forme de relativisation. Quand je vous dis que le Hamas... négationnisme moi, le négationnisme m'inquiète parce que, vous savez, il a commencé dès le lendemain du 7 octobre. Voilà. Les gens ont mis en doute la réalité du pogrom du 7 octobre. Et les gens on dit tout ça, c'est un peu dont les gens de l'EFI. Dans les gens de l'EFI. Oui, je sais, mais j'ai une obsession. Oui, vous avez une obsession. Mais Et reste que l'enquête Ipsos, publiée par Le Monde ce week-end, constate que la stratégie anti-israélienne primaire et pro-Hamas de Mélenchon et LFI ne passe pas dans l'opinion française. Dans toutes les catégories politiques, donc y compris chez vous au Parti Socialiste, la sympathie à l'égard des Israéliens est majoritaire, sauf chez les sympathisants de la France Insoumise. 88% des Français considèrent que le Hamas est responsable de la situation et 65% que c'est Israël. À LFI, 84% estiment que la responsabilité est du côté israélien, 72% du côté du Hamas, avec à la clé un rejet massif des positions de Jean-Luc Mélenchon face à ce conflit. 9% seulement des Français l'approuvent et 57% le désapprouvent. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire justement, quand on est un responsable politique, les mots qu'on utilise, eh bien, ils ruissellent. Ouais. Ils sont entendus par ceux qui vous prêtent du crédit. Et donc, c'est là qu'il y a une responsabilité d'un responsable, d'un dirigeant politique. Et c'est pour ça que j'ai été... le premier. J'ai peut-être été le premier à dire que la NUPES, c'est fini. Non, mais en tous les cas, que ce type de prise de position me dégoûtait. Voilà. Parce et là, ça vous dégoûte encore aujourd'hui ? Je n'attends pas ça d'un responsable politique, et y compris parce que ça le rend inaudible pour la suite des propositions qu'il peut faire. Et y compris parce que vous avez été son ami. Je ne sais pas si vous êtes toujours son ami, mais vous avez été en tout cas son ami. J'ai milité de longues années, comme beaucoup de socialistes, aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, dont je considère qu'il avait une voix singulière et qu'il avait un rôle éminent à l'intérieur de la NUPES, et que cet événement-là, comme d'autres qui ont précédé, qui étaient ceux de la conflictualisation, d'une méthode du durcissement du débat politique, du refus de la nuance, moi, c'est pas la manière dont je conçois qu'on doit faire de la politique. Autre enseignement de ce sondage, et c'est pas le moindre, les propos de Jean-Luc Mélenchon et de certains responsables de la France Insoumise sont perçus par 46% des Français comme des propos qui vont au-delà de la critique d'Israël, sont antisémites et attisent l'antisémitisme au sein de la population. 35% estimant qu'ils ne sont pas directement antisémites, mais contribuent, dans les arguments utilisés pour critiquer Israël, à attiser l'antisémitisme au sein de la population. C'est Mélenchon, donc les Français considèrent qu'il est quelque part antisémite. Vous savez, là aussi, la parole, elle est essentielle. Face à ce conflit, la responsabilité de tout dirigeant politique en France, c'était le refus de l'importation du conflit, et notamment de son essentialisation. Voilà. Il y a un conflit entre Israéliens et Palestiniens. À chaque fois qu'on va donner l'impression que c'est un problème entre Juifs et musulmans, alors on prend le risque qu'on ait des incidents en France. D'attiser la haine. On a eu une explosion des actes antisémites, constatées, avec parfois des choses très violentes. Heureusement, elles sont restées très minoritaires. Moi, je veux remercier l'ensemble de nos concitoyens. On n'est pas aux États-Unis. Vous savez, je suis beaucoup plus inquiet de ce qui se passe sur les facs américaines, ce que ça dit justement de cette importation et de cette assignation. Je suis d'accord avec vous. Égale soutien des Israéliens. Je suis d'accord avec vous. Mélenchon.
C'est important. Vous avez été son ami. Non, mais donc, vous, par contre, manifestement, vous ne l'êtes pas. Non, mais vous ne pensez que Mélenchon. Vous savez, il n'y a pas que Mélenchon dans la vie politique française. Et quand il y a des choses qui ne vont pas, on le dit. Ouais. On rompt parfois. Et voilà, nous avons rompu sur un mode de fonctionnement, sur cette incarnation-là. Ce qui ne veut pas dire que moi j'ai été élu sur le programme de la NUPES et je continue à l'appliquer. Simplement, je n'ai pas été élu pour qu'on soit dans la conflictualisation, dans une méthode comme ça qui rabougrit notre périmètre d'intervention. Mélenchon, les Français considèrent quelque part qu'il est antisémite, qu'il attise la haine antisémite. Il y a eu des propos au Roland, au moins nauséabonds, sinon au Roland antisémite, notamment contre des personnalités d'origine juive. Il y a le Braun-Pivet, Pierre Moscovici dès 2013, ou encore en ciblant Ruth Elkreef. C'est quoi? C'est un antisémite à l'insu de son plein gré ou un antisémite tout court? Je vais vous dire une chose qui ne va pas me faire que des amis, pour avoir milité des années avec lui. Moi, je considère que Jean-Luc Mélenchon n'est pas antisémite. En tous les cas, celui que j'ai connu, celui avec lequel j'ai travaillé. Et je trouve qu'il ne faut pas agiter cette opprobre en disant « tu es antisémite, donc je ne te parle plus ». Voilà. Mais par contre, incontestablement, il y a eu une sorte de connivence, de complaisance pour un certain nombre d'expressions, pour un certain nombre de formulations. Et c'est une faute politique quand on est un responsable aussi éminent ou une équipe aussi éminente que d'avoir laissé l'impression que ça pouvait être toléré. Voilà. Donc, il y a eu des moments de débat, il y a eu des excuses quand il devait y en avoir, il y a eu parfois aussi des stigmatisations qui étaient un peu injustes. Je vais vous prendre un exemple. Quand Mathilde Panot, dans l'hémicycle, se fait houspiller parce qu'elle a utilisé le terme de rescapé, j'étais dans l'hémicycle. Et franchement, ça c'était injuste. D'accord, il reste 4 minutes. Je vous le dis sincèrement, c'était injuste. Il reste 4 minutes, voilà, quelques questions. Il faut arrêter de cliver à ce point. Alors la question aussi qu'on se pose, c'est est-ce que le calcul de Mélenchon et de ses amis, c'est pas un calcul électoraliste. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose que de Mélenchon? Je suis socialiste, j'ai plein de choses à vous dire sur ce que je fais et sur ce que nous proposons. Mais sauf que, voyez, vous-même, si vous faites de Mélenchon l'alpha et l'oméga de la vie politique française, vous contribuez à rendre inaudible le travail que nous-mêmes nous essayons de faire. Il réclame des sanctions économiques contre Israël. Est-ce que c'est justifié ou pas? Oui ou non? En tous les cas, la question, elle peut se poser. C'est-à-dire que et Joe Biden, quand il met la pression sur Israël, il n'agite pas la menace des sanctions économiques, mais il est le premier partenaire. 100% des bombes qui tombent sur Gaza aujourd'hui sont américaines. Et donc, je pense que c'est normal, si on veut faire pression, non pas sur Israël, mais sur le gouvernement Netanyahou, dont les Israéliens eux-mêmes sont bien conscients qu'il est engagé dans cette fuite en avant uniquement parce qu'il veut conserver le pouvoir. On verra à la fin de la guerre si Netanyahou est toujours en place. Et votre collègue... Mais c'est d'ailleurs incroyable même que le débat ne soit pas posé dès aujourd'hui. Thomas Porte, insoumis. Il demande que les soldats franco-israéliens soient traduits dans la justice française. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que quand on est français et aussi quand on se réclame de la gauche, poser le débat des binationaux, c'est jamais une bonne chose. Je vous rappelle que c'est un de ceux qui a fracturé la gauche au moment après les attentats, quand François Hollande avait proposé la déchéance de nationalité pour les binationaux. Voilà. On a des accords. Avec Israël, je crois que c'est un accord de 1959, mais on a le même avec l'Algérie 1983. Maroc, où quand on est binational, on peut choisir le pays où on fait son service militaire. Chez Thomas Porte? J'y vois là aussi encore cette volonté de mettre de l'huile sur le feu et de poser la question un peu comme ça, insidieuse, de donc il y a des binationaux. Ça me rappelle la double allégeance, quelque part. C'est ça. Cette question. Vous savez, quand on est binational, on est français et marocain, français et israélien, français et grec, et ça fait partie de l'identité d'avoir. Procès de la double allégeance, c'est de l'antisémitisme. Est-ce que c'est de l'antisémitisme? Moi, je veux pas non plus avoir cette espèce de facilité-là systématique. La NUPES, vous dites, c'est terminé ou pas? C'est la fin de la NUPES? Non, mais de fait. Parce que Olivier Faure a parlé d'un moratoire, mais le moratoire jusqu'où? Est-ce que c'est la fin de la NUPES ou est-ce que vous souhaitez que la NUPES continue? La NUPES, c'est Jean-Luc Mélenchon qui en parle le mieux. Lui-même qui a acté, qui a dit la NUPES n'existe plus. Voilà. Après, il faut se poser la question de pourquoi. Moi, encore une fois, je le redis, le programme de la NUPES, j'y suis attaché. Je continue à l'appliquer parce que les enjeux de transition écologique, de réforme institutionnelle plus démocratique face à la Ve République, la question sociale, le pouvoir d'achat, les services publics, l'hôpital, les EHPAD, ça, c'est des sujets de préoccupation et ils étaient dans le programme de la NUPES. Mais jamais dans le programme de la NUPES, il était dit que pour exister dans le débat politique, il faut mettre au pied du mur l'ensemble de ses partenaires. Et moi, je n'ai pas supporté d'être mis au pied du mur en permanence et de devoir me soumettre ou me démettre. Ça veut dire s'il y a des élections législatives anticipées ou si elles ont lieu en 2027,
vous êtes pour un candidat d'union dans chaque circonscription ou est-ce qu'il faudra des candidats... Moi, je reste attaché au rassemblement de la gauche et des écologistes. Point de salut. C'est vrai pour les prochaines élections, c'est vrai pour la présidentielle. Il faudra qu'il y ait un candidat unique de la gauche et des écologistes. Mais lui, il n'en veut pas. Il a dit, je déciderai tout seul qui est le candidat. Vous avez été élu grâce à l'accord de la NUPES et donc vous êtes candidat d'union LFI, Parti Socialiste. Est-ce que vous souhaitez que ça soit la même chose aux prochaines législatives? Moi, je souhaite qu'on puisse reconstruire un rassemblement de la gauche et des écologistes avec comme perspective une candidature commune aux élections présidentielles. Et j'ajoute, et je l'ai déjà dit depuis quasiment un an, le seul moyen pour le faire sera collectif et démocratique. Ça doit passer par une primaire de la gauche dans laquelle les différents candidats autour de ce programme se soumettent au vote des électeurs de gauche et je fais confiance dans leur intelligence pour choisir celui dont ils pensent qu'il a le plus de chances de gagner cette élection. Et si Jean-Luc Mélenchon refuse d'y participer, c'est lui-même qui se met en dehors du cadre du rassemblement de la gauche et des écologistes. Dernière question. Et rien à voir avec ce qui précède. Sur le constat de mort clinique de la NUPES, quoique, où est-ce que vous situez dans le débat autour de la fin de vie? Comment vous envisagez le débat sur ce dossier? Faut-il craindre qu'il ne déchaîne les passions? Et est-ce qu'un tel dossier doit être soumis aux Français par la voie d'un référendum? D'abord, il faut que le débat ait lieu dans le pays, dans l'enceinte parlementaire. Donc ça a été beaucoup repoussé. Il y a une aspiration majoritaire pour l'aide active à mourir. Après, la manière dont on l'encadre, la manière dont on le définit, dont on peut y recourir, il faut que le débat puisse avoir lieu devant les Français. Il ne faut pas avoir peur de ce débat. Vous avez beaucoup cité de sondages durant tout notre entretien. Tous les sondages convergent sur cette volonté de cette liberté de choix jusqu'à la fin de référendum ou pas là-dessus? Je suis pas certain qu'il faille faire un référendum. Là, il faut un vrai débat à l'Assemblée. Il faut un vrai débat à l'Assemblée où chacun peut s'exprimer en conscience et dans l'opinion. Parce que ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Il y a personne qui peut... Vous savez, il y a deux sujets qui concernent tout le monde. La mort, évidemment, et puis un sujet qui me tient à cœur, mais dont on n'a pas pu parler, la question de l'avancée en âge et du vieillissement de la population. Donc là aussi, je souhaite qu'on ait une grande loi d'ici la fin de l'année. C'est un engagement qu'a pris Elisabeth Borne sous la pression de beaucoup de parlementaires et qu'on pourra faire de manière transpartisane. Preuve qu'on est disponible pour travailler au service du pays. Et on en parlera dans une prochaine émission. Merci en tout cas. Merci à vous. Jérôme Gage d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et bonne fin d'année à tous. On se retrouve début janvier. Merci. Merci.